Souvenez-vous, en début de semaine, on flippait. On avait des rendements qui étaient trop hauts, il y avait des explications logiques à cette hausse des rendements, une ambiance qui était un petit peu angoissée, mais avec quand même quelque part, et c'était plutôt encourageant, un soupçon de prise de conscience qu'il y avait un truc qui déconnait quelque part. Et puis, au fur et à mesure que les jours passaient, on s'est souvenu de notre stratégie de base qui reste et qui est toujours « Tout repose sur la baisse des taux et puis c'est tout ». Et ça tombait justement pile poil puisque hier soir, on nous a sorti les chiffres de l'emploi ADP et ils étaient tout pourris. Traduction, l'économie est en train de ralentir. Du coup, Powell, vous aurez compris, il a plus beaucoup d'autres options, il va devoir couper dans le gras. Et Wall Street, dans sa logique magique, a donc conclu « Mauvaise nouvelle égale nouveau record sur le S&P 500 ». À New York, on a donc affiché un 21e record de l'année 2025, et encore, on n'a même pas commencé à baisser les taux. Alors aujourd'hui, on n'est plus dans une tendance haussière, mais plutôt dans une espèce de marathon de paix aux stéroïdes. Chaque chiffre de l'emploi qui est immonde est vécu comme une bénédiction, plus l'économie souffre, plus la fête sera généreuse. Et si l'économie repart, alors on se réjouira encore plus, parce que oui, l'économie repart et que tout ça a fonctionné comme prévu. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 5 septembre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Hier, ADP a donc annoncé seulement 54 000 jobs privés créés contre 75 000 attendus. Et pour faire bonne mesure, les inscriptions au chômage, elles ont augmenté. Donc moins d'emplois, plus de chômeurs. L'ambiance est moyennement extraordinaire quand même. Et pourtant, c'est ce qui met Wall Street en joie. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est pile le scénario parfait. Assez mauvais pour forcer Powell à baisser les taux, mais pas assez catastrophique pour hurler à la récession. Et ce genre de tiédeur, ni trop chaud, ni trop froid, le marché, il adore. C'est la température idéale pour faire gonfler les bulles sans les faire éclater. Les taux se sont donc détendus, le 2 ans à 3,59, le 10 ans à 4,18, le 30 ans à 4,87, et hop, tout le monde respire mieux, un peu comme quand tout d'un coup, la température se rafraîchit après la canicule. Et surtout, tout le monde a oublié pourquoi ça nous inquiétait il y a encore 3 jours. Même moi, je sais même plus pourquoi ça montait les rendements avant. Mais faites-moi confiance, on y reviendra. Mais plus tard. Pour l'instant, c'est pas le moment. Record sur le S&P, on se croit invincible, on est des Avengers et on vient de se découvrir de nouveaux super pouvoirs. Et puis là, en plus, on est tranquille, parce qu'on sait déjà que le non-farm payrolls de cet après-midi, ça va être du velours. Ils vont sortir juste comme il faut. Et ni trop bon, ni trop mauvais. Parce que le nouveau patron du BLS, il a aucune envie de se faire virer. Et en plus, il faut montrer que la méthode Trump marche assez bien pour tenir l'économie, mais pas trop pour empêcher la Fed de baisser les taux. D'ailleurs, soyons clairs, si Powell ne baisse pas le 17 septembre, il pourrait bien être mystérieusement retrouvé au fond du Potomac avec les pieds dans le béton, tellement on compte sur lui. Et pour couronner ce déferlement de joie et de bonheur, je suis tombé en plus sur la statistique qui va bien, puisqu'à chaque reprise de baisse des taux, après une pause dans la baisse des taux, Wall Street généralement monte encore pendant 12 mois. Voilà. Donc si Powell cède le 17 septembre, la bringue est assurée pour 2025, c'est tout le monde à Ibiza et on se posera des questions plus tard. Et ça encore, c'est sans compter que comme les résultats du second trimestre étaient plutôt meilleurs que prévu, ça donne une légitimité en bonus à la hausse actuelle. En Europe, c'est une autre histoire. Globalement, ça va, mais Paris traîne la patte. Le CAC a fini légèrement dans le rouge et puis, aussi fou que ça puisse paraître, c'est pas à cause de François Bayrou. Bon, c'est aussi à cause de lui, mais pas que. Il y a eu aussi Sanofi qui s'est fait déglinguer à cause d'un traitement contre l'eczéma qui marche pas, et le VMH qui s'est fait downgrader méchamment parce que le luxe, c'est tellement has-been le luxe. Et puis alors bien sûr, vous ajoutez à ça le climat politique tout pourri où tout le monde parie sur l'ingouvernabilité pendant que les agences de notation sont déjà en train d'affûter leurs lames pour couper les ratings. Résultat, le 10 ans français passe les 3,6%, au plus haut depuis 2011, ça sent la poudre, vivement lundi. Aujourd'hui, la psychologie de marché, c'est celle d'un joueur de casino qui est accro et qui gagne à tous les coups. Si l'économie ralentit, la Fed coupe champagne, et si l'économie repart, champagne aussi. Résultat, les mauvaises nouvelles sont recyclées en bonnes excuses pour acheter, et Powell, lui, est devenu le dealer officiel de liquidité bon marché. Et pendant ce temps-là, la France rame avec ses casseroles politiques, mais Wall Street s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est le prochain shoot monétaire. Bref, on est assis sur une montagne de contradictions, mais tant que la musique joue, on danse. Ce matin, en Asie, c'est tendu. J'aurais envie de dire même très tendu. Trump a donc validé son deal avec le Japon, 15% de tarifs sur quasiment toutes les importations japonaises. En échange, Tokyo sort
sort le chéquier, 550 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis, plus d'avions, plus d'agriculture, plus de matériel militaire. En clair, le partenaire stratégique s'est transformé en super client VIP. Sauf que pour le Japon, la couleuvre est pas super facile à avaler. On a eu un exemple ce matin avec Toyota qui annonce déjà 10 milliards de pertes liées juste aux taxes. Et puis derrière, Trump menace de taxer les semi-conducteurs. Résultat, une région du monde qui termine un petit peu la semaine avec les dents serrées à poil crispé quand même. Hein. Mais côté marché, rien à voir, on s'en fout. Parce qu'on attend quoi? Oui, les chiffres de l'emploi américain, on anticipe qu'ils seront pourris et donc le marché va monter. Donc le marché montait. Et dans le doute, la Chine monte, le Japon monte, Hong Kong monte, tout est vert dans une économie qui clignote quand même sur l'orange foncé. Et puis alors, petit détail qui compte, hein, en juillet, la consommation des ménages et les revenus au Japon ont dépassé les attentes. Ça prouve donc une économie plus robuste qu'on pensait. Bonne nouvelle, oui, pour la croissance, mais moins pour l'inflation. Donc du coup, la Banque du Japon pourrait envisager de devoir remonter les taux. Et là, alors attention au casse-tête. D'un côté, vous avez les Américains qui vont baisser les taux, et de l'autre, vous avez le Japon qui va monter les taux. Pile le truc qui flingue le différentiel du carry trade. Oui, parce que le carry trade, c'est simple. Vous empruntez dans une devise à taux zéro pour investir dans une autre qui rapporte. Mais si les Japonais montent les taux et que les Américains coupent les leurs, dans 6 mois, l'équation risque de plus être tout à fait la même. Le pétrole, lui, il est en baisse et les stocks américains continuent de gonfler, sans compter que l'OPEP+ parle d'augmenter sa production ce week-end. Et puis du coup, Goldman Sachs voit déjà le Brent à 50 $ en 2026. Pour l'instant, le WTI est à 63,34. Mais bon, hein, rassurez-vous quand même, Goldman Sachs s'est déjà planté plus d'une fois au sujet du baril. Et quand je dis plus d'une fois, c'est pas peu dire. Pendant ce temps, eh bien, l'or est en train de flamber, 3616 $ l'once, 35% de hausse depuis le mois de janvier, vous le savez, et surtout, il est devenu l'actif préféré des banques centrales qui en détiennent désormais plus que des bons du trésor américain. Première fois depuis 1996 que l'or pèse plus lourd dans les réserves mondiales que les bons du trésor. Alors là, pas besoin d'être traducteur, hein, le message est limpide, plus personne ne fait totalement confiance aux États-Unis. C'est étrange, hein, pourtant on sait qu'ils sont censés être les gentils du scénario, les gentils qui gagnent toujours à la fin. Et puis alors deux histoires qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais qui étaient quand même en tête de gondole. Hier soir, on parle de Broadcom et de Lululemon. Gros écart total. Côté Broadcom, c'est simple. Les mecs sont en train de muter en Nvidia bis. Chiffre d'affaires 15,95 milliards, plus 22% sur un an. Guidance au-dessus des attentes, 17,4 milliards contre 17 prévus. Mais surtout, l'IA explose. Plus 63% de revenus en intelligence artificielle sur un an. 5,2 milliards le trimestre dernier et 6,2 milliards prévus pour le trimestre prochain. Et Octane, le boss, qui balance tranquillement qu'il va rester CEO au moins jusqu'en 2030. Résultat, un backlog de 110 milliards et un quatrième client géant mystère dans les cartons. Le titre prenait 4,6% after close hier soir, il a doublé depuis le mois d'avril et depuis que Tan a pris la boîte en 2006, c'est 18 000% de performance. Pendant ce temps, le S&P s'est contenté d'un petit 546%. Tocard. Chez Lululemon, par contre, ambiance flop total. Moins 16% after close, la marque avoue que ses leggings et ses joggings sont devenus aussi excitants qu'une émission de Cyril Hanouna et de sa basse-cour. Le CEO l'admet, ils sont beaucoup trop prévisible. Traduction, ils ont recyclé les mêmes fringues jusqu'à l'écœurement et les clients ont saturé. En même temps, qu'est-ce qui ressemble plus à un leggings pour faire du yoga qu'un autre leggings pour faire du yoga? Enfin, moi, je dis ça, je dis rien, je porte jamais de leggings et je fais pas de yoga. Bref, vous ajoutez à ça les tarifs de Trump qui plombent les coûts et la star du yoga perd sa souplesse. Comme quoi, même les pantalons élastiques, il y a quand même une limite à l'extension. Et puis alors, quand on parle de spectacle, passons maintenant à la Fed. Normalement, la Fed, c'est le temple de la rigueur, de l'indépendance et de la sobriété. Mais avec Trump aux manettes, eh bien, on est passé du manuel d'économie à un épisode de télé-réalité bas de gamme. D'un côté, vous avez Stephen Miran, candidat de Trump, qui jure la main sur le cœur qu'il restera indépendant. Ne pas rire. Ne pas rire. Juste penser à un truc triste. Le type est toujours salarié de la Maison Blanche tout en jurant qu'il sera neutre à la Fed. C'est du grand art dans le foutage de gueule en taille XXL. Et de l'autre, vous avez le processus de sélection du futur président de la Fed qui ressemble de plus en plus à un casting de The Apprentice. 11 candidats, interview menée par le secrétaire du Trésor, non balancé publiquement comme si on recrutait pour Koh-Lanta. D'habitude, tout ça est censé rester secret, mais là, Trump, il veut du show. Résultat, on ne choisit plus le patron de la banque centrale la plus puissante du monde, on organise un casting pour trouver le prochain pantin le plus docile possible sans qu'on ait besoin de kidnapper sa famille. Et alors, pour couronner le tout, on nous explique que c'est pour prouver que Trump ne va pas contrôler la Fed. Non mais sérieusement, qui croit encore à ce genre de conneries? Même les anciens gouverneurs le disent, c'est impossible que le futur président passe pour indépendant dans ce cirque. Mais tout le monde joue le jeu comme si de rien n'était. Bref, d'un côté, Miran qui clame son indépendance avec la conviction d'un gamin pris la main dans le pot de Nutella, et de l'autre, vous avez un recrutement
qui ressemble à une mauvaise émission de télé-réalité. Si tant est qu'il existe une bonne émission de télé-réalité. Moralité, on nous prend pour des cons, mais avec le sourire et des applaudissements enregistrés. Et la fête indépendante, eh ben, c'est bientôt de l'histoire ancienne. En conclusion de tout ça, on vit dans un conte de fées. La Fed va baisser les taux, Wall Street s'enflamme, les indices explosent, tout le monde vit heureux dans un monde où les graphiques montent toujours vers le ciel. On vit dans le monde des licornes où l'inflation ne fait plus peur et le chômage non plus, tant qu'on baisse les taux. La baisse des taux est devenue l'élixir contre tous les maux. Et puis, de l'autre côté, on a la version du film d'horreur. Et les banques centrales qui stockent de l'or comme on stockait du PQ pendant le Covid, tout ça parce qu'elles ne font plus confiance aux treasuries. Trump transforme la Fed en marionnette de télé-réalité et un système qui tient debout uniquement grâce à une perfusion de planches à billets et d'IA vendues plus cher qu'un sac Hermès. Alors je pense que la vérité, elle doit se trouver quelque part entre les deux, dans une zone grise qu'on préfère éviter de regarder et qu'on préfère même pas y penser. Mais en attendant, Wall Street a choisi, on sabre le champagne et on danse comme si demain n'existait pas. Oui, parce que battre un record historique en espérant que le chômage monte, vous avouerez quand même que c'est une logique qui mérite bien qu'on trinque, hein, et avec quelque chose de fort. Dans quelques heures, nous aurons les chiffres des NFP, on attend 75 000 nouveaux emplois créés et un taux de chômage à 4,3%. Si c'est plus bas que 75 000 ce soir, le S&P 500 battra des records parce que cette fois c'est sûr, Powell, il va baisser les taux. C'est quand même vachement original, on n'avait pas encore fait celle-là. Voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Si ce qui se passe en France vous intéresse, j'ai fait une vidéo cette nuit sur le sujet, le lien est en dessous. Si vous ne voulez rien rater de la suite, abonnez-vous, activez la cloche, likez, partagez et commentez. Nous on se voit bien sûr demain matin pour le Swiss Bliss et ça tombe bien, Rush n'arrête plus de monter. Et pour ceux qui font un vrai break ce week-end, eh ben on se voit lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live et comme disait Yoda, que la force soit avec vous pour les non-farm payrolls. Bon notez, pas besoin de force, ça finit de toute manière par monter. Bye bye.